Shavua Tov. Boker Tov. Bonjour de Jérusalem. Nous sommes heureux une fois de plus de vous rencontrer pour cette conférence intéressante de notre amie Sarah Usan de Hadera. Je vous en dirai quelques mots plus tard. Avant ça, je veux vous tracer le cadre de notre conférence. Cette conférence vous est proposée par l'Organisation sioniste mondiale et l'équipe qui est chargée de cette conférence, c'est Naftali Lévy du département des activités sionistes, Yasmine Manahem, l'organisatrice, la directrice de nos programmes en France, et moi-même, Avisana de Jérusalem, pour vous accompagner et modérer cette rencontre. Alors, comme vous le savez, un des buts de l'Organisation sioniste mondiale, c'est de vous proposer Israël au quotidien, de vous faire mieux connaître la vie en Israël, et aussi pour ceux qui le souhaitent, évidemment, et qui envisagent peut-être de s'y installer, de connaître une partie des aspects moins connus de ce pays, et qui méritent de l'être un peu plus. C'est ce que nous essayons de faire régulièrement à travers au moins 2 rencontres hebdomadaires, dont on vous donnera le calendrier un peu plus tard. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la responsable de la mairie et du département du ministère de l'intégration, Sarah Usan, qui depuis de nombreuses années a aidé à mettre ce nouveau point sur la carte. Hadera était une ville qui n'était pas forcément connue des francophones. C'est une ville qui est située idéalement entre 2 villes beaucoup plus connues du public francophone jusqu'à présent, j'allais dire. Mais on va entendre tout à l'heure un peu plus de détails sur la ville de Hadera. Hadera se situe entre Natania et Césarée pour mieux la situer. Et Hadera a connu ces dernières années, j'allais dire, la création, la mise en place d'une communauté francophone qui va et qui se développe et que nous voulons vous présenter aujourd'hui. Voilà, alors notre programme se passe de la façon suivante. Nos rencontres durent entre 40 et 60 minutes en fonction de ce que vous nous avez à nous dire, de l'intervention de notre public. Évidemment, cette conférence est en parallèle en direct sur Facebook Live et sera ensuite mise sur la bibliothèque virtuelle de l'Organisation sioniste mondiale. Vous pourrez continuer à régulièrement voir ou revoir une partie de l'intervention s'il y a des choses importantes que vous n'avez pas pu noter. Donc, je disais que notre intervenante, avec ses invités, va vous présenter la ville de Hadera, va vous présenter les possibilités d'intégration, va vous présenter un certain nombre de familles francophones qui s'y sont installées. Tout au long de l'intervention, vous pourrez nous faire vos remarques, vos suggestions, vos questions sur le chat qui se trouve en bas au milieu de votre écran. Des questions que nous allons essayer de transmettre tout au long de la conférence à Sarah et à ses invités. Malheureusement, vos micros seront fermés pour des raisons pratiques et techniques, autrement ça créera un brouhaha qui est trop compliqué à gérer. Donc voilà, votre façon d'intervenir, et vous êtes invité à le faire tout au long de l'intervention et même essentiellement à la fin, de poser des questions pratiques. Évidemment, nous vous donnerons ensuite les coordonnées directes du responsable de l'intervention de la mairie de Hadera pour les gens qui voudront des conseils personnalisés, directs, j'allais dire plus à jour et plus à même de vous répondre individuellement. Voilà, sans transition, je passe la parole à Sarah Usan. Je vous remercie de votre attention. Shavua Tov à tous et merci. Bonjour à tous, c'est Shavua Tov en direct de Hadera. Alors, je vais commencer par le début de l'histoire, tout simplement. En 2009, Hadera a commencé à intégrer tout doucement des familles. D'ailleurs, je crois que c'était 6 familles à l'époque qui ont commencé à venir. C'était une ville pas du tout connue et pas du tout reconnue. Donc, avec les familles de groupe, qui a fait venir un groupe de familles. Moi-même, je suis arrivée en 2011 avec la Aliyah de groupe sur Hadera. Petit à petit, c'est vrai que Hadera, c'était une ville typiquement israélienne, avec une immigration principalement de Russie et du Yémen, avec aussi des Éthiopiens. C'est vraiment une ville melting pot où tout le monde vit en harmonie, même les religieux, même les non-religieux, même les moins religieux, ça veut dire vraiment tous se côtoient. Et c'est vrai que quand on a fait la démarche de venir, ce qui était vraiment frappant dès le départ, en tout cas à mon époque,
c'était la chaleur avec laquelle on était accueillis par les habitants, qui nous trouvaient assez courageux hein, de faire la Aliyah avec des enfants et voilà, des jeunes familles comme ça qui débarquent dans une ville où il n'y avait vraiment pas, il faut dire la vérité, au départ, il n'y avait vraiment pas du tout d'assistanat. On avait quand même le maire qui était très pro-français puisque c'est lui qui a pris en main le projet d'amener des francophones en partenariat avec Shalom et on avait l'adjointe au maire qui était sur place, donc Anaëlle à l'époque, qui était notre référente et on avait le projecteur en place qui était à ma place avant moi, qui nous aidait dans nos démarches. Moi, c'est vrai que vite, je suis arrivée, j'avais déjà la langue comme quelques personnes de mon groupe, on avait déjà la langue. Et c'est vrai qu'avoir la langue en Israël, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai envie de dire que ça facilite l'intégration à tous les niveaux. Avec le recul et l'expérience professionnelle aujourd'hui, je peux dire que ce que je conseille avant toute chose, c'est de faire des ulpan intensifs depuis la France pour vraiment ne pas se retrouver dans des situations malheureusement ici où on ne comprend pas son courrier, où on ne comprend pas son partenaire. Parce que aujourd'hui, je suis la seule référente à la mairie pour aider les Français. C'est quelque chose de très difficile parce que Baruch Hashem, la communauté grossit à vue d'œil. On n'a pas que des Olim Khadashim. Nous avons, comme Hadera est une ville qui est encore abordable au niveau des prix, que ce soit pour la location ou pour l'achat, nous avons beaucoup de personnes qui ont fait leur aliyah il y a 9 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans, il y a 6 ans, à Netanya, à Tel Aviv, à Jérusalem, qui viennent vers notre ville et qui forcément viennent grossir la population francophone, ont besoin qu'on les guide et qu'on les aide. Le problème, c'est que je suis seule et ça devient de plus en plus difficile. Donc, on essaye de mettre en place, j'ai fait appel à mes Olim en leur demandant de m'aider dans du bénévolat. Aujourd'hui, j'ai besoin de plus en plus de ça et c'est vrai que je les trouve ponctuellement quand j'ai une dame qui a besoin pour dépanner son ordinateur, pour l'assister, pour recevoir un entrepreneur, pour lui expliquer. Mais c'est pour ça que je dis que la première des choses à faire avant d'envisager de venir, c'est vraiment de renforcer la langue. C'est la première chose. Renforcer la langue au maximum. Ça a l'air comme ça, oui, on va faire l'ulpan. Non, l'ulpan, c'est pas la clé de tout. L'ulpan va vous aider à perfectionner, à avancer, mais il ne va pas vous apprendre. Il faut que vous ayez déjà des notions pour pouvoir avancer et surtout quand vous êtes ici, vous immergez avec les Israéliens. Donc, je vais continuer la petite histoire. Quand je suis arrivée, j'ai proposé tout de suite mon aide au Misra d'Aklita. Donc, le Misra d'Aklita, c'est le ministère de l'intégration. C'est lui qui reçoit les Olim pour leur ouvrir leur panier quand vous arrivez. Donc, j'ai fait du bénévolat. En parallèle, je travaillais à Netanya. D'ailleurs, Netanya qui est à côté de nous. J'avais 45 minutes porte à porte. En prenant mon bus vraiment de la Tachana à la Tachana. Donc, j'ai pu aller travailler pendant 2 ans sur Netanya, tout en aidant à développer ici la communauté dans ce que je pouvais, ou alors j'avais créé un groupe sur Facebook que vous pouvez retrouver, le groupe des francophones de Hadera, où là-bas, les gens posent des questions et il y a un échange et on peut vous répondre éventuellement parce que, comme je vous ai dit, je ne peux pas répondre à tout, donc les gens s'entraident. Ensuite, petit à petit, il y a eu un changement entre les maires et donc le programme de l'Aliyah de groupe s'est arrêté. On devait être à peu près 50 familles hein, quand ça s'est arrêté, qu'on a changé de maire. Et le maire entrant, n'ayant pas vraiment compris l'ampleur du projet, avait mis un terme au contrat du précédent projecteur. Donc, il est rentré chez lui, on va dire. Et quand il s'est aperçu au bout d'1 an qu'il fallait réintégrer quelqu'un pour s'occuper parce qu'il a compris qu'il y avait des Olim et qu'il fallait répondre à leurs besoins et que le ministère de l'intégration, de toute manière, mettait à disposition cette possibilité, alors il est revenu vers moi et moi, c'est avec plaisir que j'ai pris ce poste. C'est vrai que j'aime ce métier. J'aime aider et de toute façon, pour pouvoir faire ce métier, il faut aimer aider, je pense. Donc, j'ai continué à faire tout ce que je pouvais pour aider, pour intégrer. Et petit à petit, l'Aliyah a pris de l'ampleur, Baruch Hashem.
On a eu vraiment le pic, je crois, c'était suite malheureusement aux attentats d'Hypercacher et de Charlie, comme on dit en France. On a eu un vrai pic d'Alia où là, tout le monde s'est précipité. Et puis bon, petit à petit, ceux qui étaient déjà là ont découragé un peu ceux qui étaient là-bas. Alors, je vais être honnête, c'est pas facile de faire une Alia. Il faut être armé. Il faut avoir des épaules larges, ne pas avoir froid aux yeux et ne pas avoir peur des fois de faire même deux boulots. On vient d'un pays en France qui a plutôt vraiment un système social, quand je le vois après coup, assez extraordinaire. En Israël, on a un système pas du tout pareil. C'est-à-dire que c'est pas que les aides n'existent pas, c'est qu'elles existent, mais que pour aller les chercher, il faut batailler, suer. C'est pas en France, vous dites, voilà, j'ai 4 enfants, je suis tel numéro, vous avez des droits, et automatiquement, on vous envoie vos droits. Et on vous demande juste votre déclaration d'impôt. Ici, non, vous ne savez pas. Il faut creuser, il faut batailler. Souvent, on vous décourage. Et c'est ce côté-là qui demande une grande énergie et qui demande une grande force. Comme je le dis souvent, faire son alia, c'est un mérite. Et il y a les épreuves de ce mérite qui vont avec. Il ne faut pas se leurrer. Avec le recul, toutes les familles ont leurs épreuves. Toutes les familles font face à des problèmes d'intégration. Il n'y a aucune alia qui se passe comme une lettre à la poste. Ce n'est pas possible. D'abord parce que c'est un changement de pays, de mentalité, de langue. Psychologiquement, on ne maîtrise plus et ça demande une grande force mentale parce qu'on ne maîtrise plus justement un simple papier, un simple courrier, une simple course à la banque. Et tout devient énorme et tout devient difficile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est justement avant de venir, pourquoi je vous dis la langue? Parce que c'est elle qui est la clé de tout ça et qui est la clé psychologiquement à la résolution de ces petits problèmes. Alors, nous, on peut aider sur place, mais il y a des villes qui n'ont pas de projecteurs. Il y a des villes où les Français décident de s'installer et qui n'ont pas de personne à la mairie qui peut les aider. J'ai des villes à côté de nous qui m'appellent et qui me disent « Madame Usan, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Je ne peux pas aider sur les autres villes parce que je ne suis pas référente mairie des autres villes. Je suis référente sur Hadera uniquement. Je suis employée de mairie. Donc, je ne peux m'occuper que des gens qui auront décidé de s'installer ici. Je ne peux pas intervenir sur l'éducation, sur les inscriptions, sur les arnona, l'électricité, les impôts ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous dites ah ben, j'hésite entre eux et entre eux. Faites bien attention à votre choix aussi parce que sur place, vous aurez besoin de quelqu'un. Et c'est vrai qu'après, c'est encore un autre problème quand vous avez personne de référent à la mairie. À part ça, la structure à Hadera, comment elle est faite? La ville s'est énormément développée en 10 ans. C'était des étendues de sable, mais vraiment, je les ai vues et je regrette de ne pas avoir fait des photos pour montrer l'évolution parce que c'est magnifique en 10 ans ce qui a été fait. Il y a un très grand canyon qui a été construit à l'entrée de la ville, presque au bord de mer, qui est vraiment superbe, que les gens, même de Natania, nous envient et viennent faire leurs courses. À une époque, quand je disais j'habite Hadera, tout le monde se moquait de moi. On me dit oh là là, tu habites avec les Noirs et les Arabes. Voilà ce qu'on me disait. Et moi, j'ai toujours pensé que quand on fait une alia, on fait d'abord une alia pour la terre. J'étais prête à aller même dans le désert, hein, pour vous dire. Il faut avoir l'âme d'un pionnier quand on fait l'alia, qu'on le veuille ou pas. Parce que c'est cette âme qui va vous tenir et qui va vous aider à traverser les épreuves. Donc, Hadera s'est développé, j'y ai cru, j'y ai beaucoup cru. J'ai des amis de Natania qui se sont moqués et qui aujourd'hui me disent c'est incroyable, tu as cru à cette ville depuis le début et aujourd'hui, voilà, elle devient, j'ai envie de dire, elle monte. Elle monte beaucoup plus haut que les autres parce que tout simplement, elle est à 20 minutes en voiture de Natania. Elle a un bord de mer de 8 km de long et elle a vraiment le littoral n'a rien envié aux autres. Alors oui, on n'est pas encore avec les structures et les chaises longues et les cafés en bord de mer, mais c'est en route et comme tout projet, ça prend du temps. Elle a une possibilité au niveau des autobus, elle est très bien desservie. On a une Tachanat Rakevet, c'est-à-dire une station de train
avec le train qui va jusqu'à Tel Aviv. En 33 minutes, vous avez atteint Tel Aviv. Pareil pour Haïfa dans l'autre sens. On a des gens qui travaillent à Haïfa, qui travaillent à Tel Aviv, qui travaillent à Netanya et qui peuvent justement habiter ici parce qu'il faut savoir que le coût d'un appartement ici est beaucoup moins cher que sur Netanya. Et alors, je ne vous en parle pas avec Tel Aviv et Jérusalem. On ne fait même pas le poids. C'est vraiment des villes beaucoup, beaucoup plus élevées. C'est un autre standing. J'ai envie de dire qu'il y a 10 ans, on pouvait louer encore moins cher et acheter encore moins cher. Hadera a beaucoup pris en immobilier. Elle a beaucoup évolué, mais elle reste encore à un niveau où vous pouvez encore acheter et louer. J'ai beaucoup déjà, de… Sarah, Oui. si déjà, parce que je veux, tu le feras évidemment, j'imagine, dans la deuxième partie où je serai absent, mais au fur et à mesure, si tu peux maintenant, au fur et à mesure, quand tu parles par exemple de l'immobilier, donner un cadre, donner une ordre d'idée, ça va permettre aux gens de se situer. Parce qu'il y a des gens qui sont en hésitation, effectivement, en dehors du choix de la ville, ils ont besoin de savoir, effectivement, le coût de l'immobilier, le placement des écoles, les tendances, les choses pratiques au fur et à mesure. Quand tu abordes un sujet, de prendre un petit moment pour Développer. descendre une résolution pratique pour les gens. Il n'y a pas de souci. Alors, pour ce qui est de l'immobilier, je vais le faire tout de suite. Vous avez à Hadera la possibilité de louer un 4 pièces neuf en centre-ville entre 3600 et 3800 shekels. Donc, c'est un tarif hyper abordable. Si vous voulez passer aux 5 pièces, ben, il faut compter 4002, 4500 si c'est avec une terrasse, une grande terrasse ou un penthouse éventuellement. Ça peut monter jusqu'aux 5000. Vous avez le quartier du Parc, qui est un quartier qui s'est énormément développé et qui est tout neuf, en fait. Le quartier du Parc est le quartier neuf de Hadera, qui n'existait pas il y a 9 ans. Autour d'un grand complexe qui s'appelle Eco-Park, qui est un parc avec un lac, avec des pistes cyclables où on peut se balader. Tout là-bas est neuf, vraiment, absolument tout est neuf. Vous avez des appartements de 4 et 5 pièces et des pavillons. À l'achat, il faut compter 1,5 million, 1,6 million pour des 4-5 pièces. D'accord. Les penthouses et au-dessus, alors là, ça monte à 2 millions. Là, c'est un ordre de prix un peu plus cher parce que les penthouses sont recherchés et que c'est un autre standing. Et pareil pour les cottages. Les cottages dans le quartier du Parc sont en général à 1,9 million, 2 millions, 2 millions 100. Après, vous avez des quartiers où vous pouvez acheter un pavillon. Alors, pas neuf, un peu vieux, on va dire, du 4-5 pièces. Par exemple, dans le quartier de Beth Eliezer ou dans le quartier Weizmann. Et là, vous descendez un peu plus dans le prix au niveau de la surface et de l'âge du pavillon. Vous pouvez accéder à la propriété à 1,7 million le pavillon, je pense. Et il y a encore des appartements, oui, des vieux appartements, vous savez, dans les vieux immeubles d'Israël, 3 étages sans ascenseur. On a encore des appartements à vendre dans ce genre d'immeuble. Et c'est aux alentours de 850 000 shekels, 4 pièces. Un peu plus que 200 000 euros, c'est important de le dire. Voilà. Alors oui, je ne connais pas exactement la conversion. Mais c'est juste pour mettre les choses à les pendules à l'heure, parce que quand on parle d'une ville, c'est important de savoir qu'il y a encore des choses abordables. Voilà, l'euro qui se convertit à 4 à peu près, donc oui, 210 000 euros, vous avez la possibilité d'avoir un appartement. Mais attention, c'est dans des quartiers un peu vieux. Pas tout le monde n'a envie d'y habiter, surtout les Français. Nous, les Français, on aime plutôt le beau, le neuf. Vous voyez, la plupart des Français veulent tout de suite des beaux appartements. Ce que je conseille dès le départ, quand on doit d'abord faire une alia, c'est ne pas vous précipiter dans des locations qui coûtent très cher parce que vous ne savez pas justement où vous allez au niveau de votre parnassa. Il faut d'abord accepter d'habiter du vieux ou du moyen à moindre coût et ensuite voir venir tout doucement en fonction de Baruch Hashem, votre parnassa qui va s'établir tout doucement. Là, vous verrez le travail et quand vous serez tranquille et que vous aurez une rentrée d'argent, après, vous pouvez louer même à 6 000 shekels. Ça, mais dès le départ, des fois, j'ai des olim qui font l'erreur. Je leur dis,
C'est mon rôle. On ne m'écoute pas souvent. Certains m'ont écouté et je pense qu'ils ont bien fait. Mais c'est vrai, quand on arrive en Israël, on a tendance à dire « Ouais, youpi, je vis mon rêve, je vais louer un super appart ou un penthouse, 5000 shekels. » Alors que pas forcément la structure familiale le requiert. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez que 2 ou 3 enfants, vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand 5 pièces avec une terrasse, tout ça. Faut y aller par étapes. Quand on décide de s'installer, de faire une alia, il faut accepter de descendre en bas de l'échelle et de gravir tout doucement les échelons. Ça, c'est obligatoire, surtout pour une famille qui démarre avec des enfants. Quand on a une retraite, il faut calculer en fonction de sa retraite. Aujourd'hui, Israël est un pays qui est devenu très cher. On ne va pas se mentir. Remplir un caddie, c'est plus comme il y a 10 ans. Les produits sont devenus chers. J'ai des retraités, pareil, qui ont acheté des appartements il y a 4-5 ans en arrière et qui se retrouvent aujourd'hui à me dire « Sarah, j'ai beaucoup de mal à finir les fins de mois. J'ai beaucoup de mal et je suis en train de penser à revendre. » Donc, en fait, l'idéal, c'est, je sais que tout le monde a envie de recevoir enfants, petits-enfants et voilà, c'est le rêve de tout le monde. Mais la place, elle est souvent dans le cœur. Donc, des fois, prenez plus petit pour avoir une soupape de sécurité et de l'oxygène et à la rigueur recevoir à tour de rôle, mettre des matelas par terre, mais pouvoir recevoir les enfants, les petits-enfants, plutôt que de prendre un grand appart tout de suite et se dire bon, bah, comme ça, tout le monde aura sa place et après avoir du mal à finir les fins de mois. Calculer en fonction de vos retraites, c'est très, très important. Ces dernières années, Hadera a vu beaucoup de retraités venir. C'est quelque chose qui nous est arrivé dessus parce qu'à Netanya, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas justement y aller, que ça coûtait cher. Maintenant, je ne vais pas mentir aussi, nous n'avons pas du tout les mêmes structures qu'à Netanya. Netanya, vous avez des associations qui existent depuis des années, l'Unifan, Casifan et j'en passe, des structures et des gymnases, la Vidzo, tout est construit pour assister le francophone à tout. À Hadera, nous n'en sommes pas là. Je suis désolée, j'essaye, je bataille, mais la bataille toute seule, c'est très difficile. Malheureusement, j'avais une collègue qui avait été intégrée aux services sociaux, mais qui a quitté son poste et qui avait commencé à faire des activités pour les retraités. On a repris la main, mais le corona nous est tombé dessus. Corona, qui dit corona, dit arrêt des budgets, arrêt des projets, arrêt des réunions. Donc, faire son alia en période de corona, c'est prendre aussi en compte que ce n'est pas la même alia qu'en période où tout roule. J'ai l'adjoint au maire qui a pris en charge la communauté francophone et qui a décidé vraiment de mettre les bouchées doubles. Donc, on est en train d'essayer de trouver des endroits pour accueillir des activités pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour leur faire éventuellement de l'aide aux devoirs. Mais tout ça, ça demande encore du temps, de l'argent. C'est des choses qui ne sont pas acquises du jour au lendemain et qui prennent du temps. Mais on est dessus et j'y crois, comme tout arrive, Bezrat Hashem. On doit avoir pas mal de retraités aujourd'hui à Hadera. Et ils viennent de plus en plus nombreux. Donc, j'ai espoir qu'après le corona, ça roulera et ils seront assez autonomes pour faire leurs activités, pour avoir leur classe d'Ulpan, les assistances qu'ils auront besoin pour les aider à dépouiller leurs papiers. On a des gens ici qui se font un plaisir d'être là pour aider. J'ai des équipes sur place qui veulent aider bénévolement. Mais encore une fois, les structures ne suivent pas toujours. Maintenant, à part l'immobilier, donc je vous ai dit à peu près ce que ça coûte. Des fois, des gens me demandent des 2 pièces. Alors, c'est très rare les 2 pièces. Pourquoi c'est très rare? Je ne saurais pas vous dire. En général, les 2 pièces se situent chez l'habitant. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui a acheté un grand pavillon et puis qui a une unité séparée de sa maison qu'il loue en studio ou en 2 pièces. Alors là, oui, vous avez ça. Et souvent, le prix est inclus avec l'électricité et les impôts locaux, ce qui est intéressant. Vous avez des petits studios ou 2 pièces qui varient de 2000 shekels à 2800 shekels, 3002 des fois selon le quartier, si c'est des plus beaux quartiers. Et là, il faut prendre en compte que vous habiterez en partie
chez l'habitant. Sinon, à Khadera, en général, ça commence aux 3 pièces. Et même ça, c'est pas très fréquent. C'est pas si répandu que ça, surtout dans les quartiers que veulent les francophones, comme le quartier du Parc, où c'est des quartiers neufs, ou les quartiers qui sont un peu plus beaux, on va dire. On a le quartier de la mer qui attire aussi beaucoup pour les personnes retraitées. Parce qu'ils aiment être au bord de la mer. Alors, au bord de la mer, vous savez, Khadera, elle est séparée. Hein. C'est-à-dire qu'on a Olga et Enayam qui se situent au bord de la mer, séparés par la route 2, donc la Gvishachov, on appelle ça l'autoroute de la mer. D'accord. Ensuite, on a Khadera centre à l'intérieur. Pareil, il y a la route 4 en arrière, c'est la route intérieure. Pareil, elle rentre un peu plus à l'intérieur, mais elle est en centre-ville. Et on a Beth Eliezer au fond de Khadera, avec la route 9 qui arrive sur la route 6. Je ne sais pas si vous connaissez cette route 6, cette fameuse autoroute à péage qui permet de couper les embouteillages et d'aller à Jérusalem. Alors, en voiture, Khadera, Jérusalem, 1h20 porte à porte. Vous avez aussi un autobus direct qui fait pareil, allez, lui un peu plus long, on va dire 1h30, 1h40 pour être plus généreux. Donc, si vous voulez aller morceler comme ça, Khadera, maintenant, en bord de mer, vous n'allez pas avoir de communauté francophone. Il faut le prendre en compte. On a 2 communautés principales francophones qui se situent en centre-ville. Vous avez le Beth Amidrash du Rav Asher qui se situe vraiment sur la rue principale de Khadera, Rehov Anassi. La communauté grossit pas mal là-bas. Il y a l'étude de la Torah le matin, la synagogue, le Shabbat avec les offices, tout ça. Vous avez le Bet Rabad avec le Rav Chayoun, Meir Chayoun. Le Rav Meir Chayoun qui fait un travail remarquable aussi auprès des francophones et qui se situe, lui, plus vers la fin de Rehov Anassi. Actuellement, il cherche justement un local et on espère avec la mairie lui donner quelque chose pour qu'il puisse accueillir parce que, pareil, la communauté grossit et a d'autres besoins. À part ça, il y a des communautés qui s'articulent, c'est-à-dire qu'on a des francophones au quartier du Parc qui prient avec des Israéliens, mais qui ont quand même une proportion de francophones assez importante dans la synagogue, hein, parce qu'ils sont nombreux. Mais ils s'intègrent. Donc, on peut dire qu'il y a de l'intégration et c'est partout pareil. Hein. Dans chaque quartier, vous allez avoir quelques familles. Le principal, on va dire que le pourcentage est au quartier du Parc. On a aussi un gros pourcentage en centre-ville et quelques familles, alors à Olga, à Enayam, Neve Chaim, Weizmann, Nissan, c'est dispatché après, mais on a des concentrations un peu plus importantes. Les retraités aiment bien habiter le centre-ville, forcément. L'Ulpan est à côté, tout est accessible à pied. Vous avez la mairie, vous avez le Misrad Aklita, vous avez pas loin les super aussi. Qui encadrent la ville. On a des super qui encadrent la ville. On a Rami Levi, on a Yochananov, on a Osherad et on a Supersal. On a même, Victory. C'est-à-dire qu'on a vraiment de plus en plus d'enseignes de supermarchés. Alors, ça a l'air comme ça ne vous parle pas, mais au début, on n'en avait pas beaucoup. Et plus il y a d'enseignes de supermarchés dans une ville, plus ça permet forcément la concurrence et les prix, hop, qui chutent. C'est important aussi pour remplir son caddie. Et ça aussi, je pense que chacun trouve chaussure à son pied selon le super. Vous avez des inconditionnels de Rami Levi, des inconditionnels de Yochananov, de Supersal. C'est chacun qui le ressent. Après, c'est quelque chose qui va s'apprendre la première année. Et puis après, hop, vous décréterez que vous serez fidèle à Rami Levi parce qu'il y a des promos à 9,90 le kilo de poulet. Forcément, c'est hors concurrent. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la ville Sarah, juste une question, il y a quelqu'un qui demande un plan de la ville, donc vous allez leur envoyer après, c'est ça Tout à fait. Alors, tout celui qui voudra avoir un plan de la ville ou d'autres informations, vous aurez mes coordonnées, mon mail, je vous enverrai tout ponctuellement à celui qui a besoin d'avoir des renseignements avec plaisir. En général, comment on fait une alia? On la prépare. J'ai souvent des gens qui font un voyage d'études avant et je fais la visite de la ville avec eux
pour leur montrer les quartiers, les écoles. Malheureusement, encore une fois, ce corona, il nous a plombés. Hein. Donc après, c'est avec vous et votre foi, j'ai envie de dire. Vous allez atterrir sans vraiment l'avoir visité. Mais ce n'est pas grave. Sur Internet, vous pouvez quand même pas mal voir des photos, des vidéos sur la ville. Ça va vous donner une idée de la structure. Et si je peux aider sur d'autres choses, avec mille plaisir. S'il y a des parents qui ont besoin d'avoir des renseignements sur des écoles, pareil, c'est ponctuel, parce que chacun voit midi à sa porte. À ce niveau-là aussi, on a des écoles religieuses reconnues par l'État, pas religieuses. Et tout ça, c'est vaste et c'est en fonction de chaque famille et ce qu'elle demande. Vous avez des familles qui ne veulent pas forcément avoir une école où il y a beaucoup de Français. Il y a des familles qui veulent une école en bas de la maison. Donc, tout se fait au cas par cas, parce que ce n'est pas une alia de groupe, hein, forcément, je gère au cas par cas. Donc, vous n'hésiterez pas à m'envoyer des messages. Alors, je ne vais pas vous mentir, répondre au téléphone, ça m'est beaucoup plus difficile. Par contre, je suis très efficace en WhatsApp. Vous m'enverrez n'importe quelle question, un audio ou quoi que ce soit, je réponds et je vais plus vite avec le WhatsApp. Mon rôle, c'est de vous assister depuis Paris jusqu'ici. Et quand vous arrivez ici, alors je vois qu'il y a des questions qui défilent. Hein. Je ne sais pas comment faire. Il y a une question concernant les écoles religieuses. Est-ce qu'il y a des écoles religieuses type Rinouch Atzma'i? Et après, après, je vous envoie par mail le WhatsApp de Sarah, comme ça vous pouvez la contacter aussi par message après si vous avez des questions personnelles. Alors, quelle superficie? Un 4 pièces, il faut compter entre 90 mètres carrés et 110 mètres carrés. Ça dépend encore de quel 4 pièces il s'agit, mais c'est plutôt grand. Dans l'ancien, les chambres sont beaucoup plus grandes. Hein. Il faut le prendre en compte. Hein. Aujourd'hui, les nouvelles constructions, elles vous font des chambres à 8,5, 9 mètres carrés. Dans l'ancien, c'est tout de suite plus vaste. Mais voilà, encore une fois, il faut accepter d'habiter de l'ancien. Et puis, l'ancien se trouve des fois dans des quartiers que pas forcément les Français ont envie d'être. C'est encore une fois, il n'y a qu'en étant ici que vous pourrez le ressentir. Alors, vous pouvez louer la première année. À Khadera, tout est accessible à pied. Hein. Je veux dire, moi, je suis arrivée, j'avais 4 enfants, dont un bébé de 1 an et demi. Je n'ai pas eu de voiture pendant près de 4 ans. Et j'ai tout fait à pied, tout. C'était très, très, très jouable parce que les choses sont… Bon, d'abord, on est sur une surface plate. Ce n'est pas comme à Jérusalem, par exemple, où tout est en montée, ou à Haïfa. C'est une surface plate, donc tout est à plat. Les autobus, tout est desservi. Les super, ils vous livrent si vous avez besoin d'être livré. Donc, j'ai envie de dire, tout est faisable si vous n'avez pas peur de marcher. Et grâce à Dieu, on est dans un pays où il pleut moins souvent hein, qu'à Paris. Donc, marcher ici, c'est plus agréable. Vous avez le soleil, c'est tout de suite plus faisable. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a une question, si tu vois, sur est-il envisageable d'habiter à Khadera et de travailler sur Tel Aviv ou Jérusalem? Complètement. Et comment se passe la location en Israël? Si alors habiter à Khadera et travailler sur Tel Aviv, comme j'ai dit, c'est à 33 minutes en train. Un peu plus en voiture, forcément, parce qu'il faut prendre en compte les embouteillages. Travailler à Jérusalem, c'est possible, mais c'est sûr que c'est, je pense, un peu éreintant. Mais c'est possible. Avec la route 6, je vous ai dit, c'est direct. Donc oui, c'est tout à fait jouable. Et je pense même qu'on a des personnes qui le font. On peut travailler à peu près partout. Après, c'est votre endurance, hein, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui vont vite fatiguer. Il y a des gens qui veulent travailler pas loin. Travailler sur Khadera, c'est plus difficile. Je vais être claire. Sur Khadera, on trouve rarement du boulot. On trouve soit il va y avoir 1 ou 2 ou 3 bureaux de call center, donc télémarketing francophone. Soit Khadera, c'est un travail où vous allez choisir surtout un travail où vous allez être dans un supermarché, faire du travail dans une usine pour apprendre la langue. Parce que c'est ça, c'est pouvoir entendre et s'imprégner de la langue autour de soi. Travailler en français, ça peut sauver le compte en banque, mais au niveau de la langue, on n'évolue jamais. Après, ça dépend du métier, ça dépend de ce que vous faites. Et tout ça, comme j'ai dit, je pourrais répondre au cas par cas parce que je pense que ça concerne
un cas par cas, quoi. C'est pas tout le monde qui a le même profil ici, je pense. Quoi d'autre, la question? On nous pose des questions quant au milieu hospitalier et médical, ainsi que sur la qualité de l'air à Hadera. Alors, milieu hospitalier et médical. On a un grand hôpital, Hillel Yafé, à Hadera. On a 2 médecins francophones affiliés, un à la Clalit et un à la Maccabi. Alors, la Maccabi, la Clalit, c'est les coupotes rolling, hein, comme on dit en Israël. Vous êtes obligé de faire un choix de coupote rolling avant même d'arriver, on vous demande. À la Clalit, on a le docteur Ben Ghozi. À la Maccabi, on a le docteur Ben Guigui. Donc, c'est les médecins généralistes. Après, pour tout ce qui est spécialité, ça varie. Ça varie. On a des fois, on a un gynécologue qui parlait français mais qui est parti à la retraite. On a un cardiologue francophone qui parle français. Et sinon, souvent, quand il faut vraiment des spécialisations, à Natania, il y a plus de, il y a des gens qui prennent des rendez-vous sur Natania et qui se renseignent et qui ont des spécialistes beaucoup plus répandus et réputés à Natania, parce que forcément, on ne peut pas comparer une communauté comme Natania où il y a, je ne sais pas moi, près de 30 000 Français, avec Hadera où on est entre 2 et 3 000 âmes françaises. Donc, on n'est pas encore du tout sur la même ligne que Natania. Mais Natania n'étant pas loin, je me répète, j'ai des retraités qui ont décidé d'habiter ici, qui prennent le bus le matin, qui passent leur journée à Natania avec des amis, au café, dans les associations, qui jouent aux cartes et tout, et qui reviennent le soir chez eux. C'est tout à fait jouable. Donc, voilà, vous découragez pas, on est en Israël ici. Même prendre le bus, c'est quelque chose d'assez agréable. Hein, j'ai pas envie de dire, c'est pas le métro parisien. Voilà, surtout ça. Sinon, j'essaye de lire en même temps vos questions. Je les vois passer trop vite. Il y a une question sur l'aide. Qu'est-ce que tu as dit? L'aide. L'aide pour trouver un emploi en Israël. Est-ce qu'il y a une aide? L'aide pour trouver un emploi, c'est pas facile. On a la Lishkata Asuka. Après, ça dépend de votre niveau d'hébreu. On en revient toujours au même point. Si vous n'avez pas l'hébreu, on ne pourra sûrement pas vous envoyer au pôle emploi de Hadera chercher un emploi, parce que la plupart des emplois vont requérir un minimum d'interaction en hébreu. Alors, à part après travailler en usine où on va vous demander des gestes et donc moins du parler et du comprendre, ça, c'est jouable aussi. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est au cas par cas. Trouver un emploi en Israël, oui. Encore qu'aujourd'hui, avec le corona, malheureusement, beaucoup ont perdu de l'emploi et attendent que les commerces rouvrent et que tout reprenne. Mais est-ce qu'on va avoir un autre confinement? Est-ce qu'on ne va pas avoir un autre confinement? On ne sait pas du tout où on se dirige. La plupart des francophones de Hadera travaillent. Alors, c'est vrai que c'est des gens courageux. La communauté de Hadera est plutôt courageuse. J'ai des Olim qui ont travaillé en usine, qui ont été faire les supermarchés, rayonnistes en supermarché, caissiers, caissières, parce qu'ils avaient envie de s'imprégner. Il y en a qui sont en télémarketing. Après, il y a ceux qui font leur métier. Il y a des agents immobiliers. Vous avez des pâtissiers, coiffeurs. Vous avez un peu tout corps de métier. Hein, ou après, ça dépend de chacun et de votre parcours professionnel. Il y a des reconversions professionnelles. Des fois, quand vous êtes sorti de l'Ulpan et que vous voyez que vous maîtrisez plus ou moins l'hébreu, vous avez le droit, par le Misra d'Aklita, à une formation, je crois, qui est à hauteur de 7 000 shekels rémunérés sur un maximum de 10 000. C'est pas mal. Il y en a qui sont sortis apprendre de la pâtisserie, du maquillage. Alors, voilà, il y a possibilité de se reconvertir. Mais, encore une fois, il faut prendre en compte le reflet économique d'aujourd'hui qui est beaucoup plus compliqué qu'avant le corona. Je préfère quand même le répéter et le redire. Faire une alia, oui, mais prenez en compte qu'il y a quand même le corona qui s'en est mêlé. Donc, les Israéliens déjà ont perdu des emplois, ont du mal et tout. Alors, donc, il faut, encore une fois, apprenez bien l'hébreu. Parce que venir en Israël et ne pas avoir l'hébreu, c'est vraiment, vraiment, vraiment une grosse difficulté. Et j'ai envie de dire, mettez toutes vos chances de votre côté. C'est la chose principale qu'il faut que vous fassiez aujourd'hui, c'est apprendre l'hébreu.
Voilà. Donc, juste sur ce point, je vous invite tous l'OSM a aussi des très nombreuses classes d'Ulpan en France. Donc, vous pouvez avoir des notions d'hébreu déjà à partir de la France. Et là, vu la situation sanitaire, on est passé tous les Ulpans sont en ligne. Donc, vous avez tous accès, même si vous êtes en Israël, vous avez envie de perfectionner un petit peu votre hébreu. Vous pouvez le faire via Zoom avec nos Ulpan. Tous les renseignements sur notre page Facebook Organisation sioniste mondiale. Voilà. Alors, j'ai vu passer, on m'a demandé les sessions d'Ulpan. L'Ulpan, en ce moment, n'a pas rouvert. Il n'y a que ceux qui étaient déjà inscrits avant le corona qui continuent à faire par Zoom. On a des listes d'attente assez importantes. Il faut savoir que sur Hadera, il y a une alia aussi russophone et ukrainienne. Donc, on n'est pas les seuls. Donc, il y a une liste d'attente assez importante. Et on attend, nous aussi, les directives du ministère de l'Éducation, puisque c'est lui qui gère. Et il faut savoir aussi que, qu'est-ce que j'allais vous dire? Non, par rapport à l'Ulpan, j'avais un truc à vous dire. Alors, à l'Ulpan, il y a des gens qui viennent et qui me disent, j'ai un niveau bête, j'ai un niveau guimel. J'ai pas de niveau bête et de niveau guimel à Hadera. À Hadera, on a des niveaux Aleph, Aleph+, qui est un peu plus élevé que le Aleph+. Et après, quand vous êtes bête ou guimel, on envoie en général étudier l'Ulpan à Natania ou à Haïfa, selon ce que vous préférez. Mais je préfère quand même vous prévenir à l'avance, parce que d'abord, la plus grosse alia sur Hadera, c'est l'alia russophone et ukrainienne qui viennent avec un niveau vraiment zéro. Ils ne connaissent pas l'Aleph bête. Contrario des francophones qui, en général, connaissent l'Aleph bête, savent lire, savent plus ou moins lire et écrire, mais on n'est pas si nombreux que ça. Et il me faut à peu près 25 personnes qui ont un niveau bête pour ouvrir une session. Donc, à chaque fois, on vient, on me dit, oui, moi, je veux bête, moi, je veux guimel. Si je ne les ai pas, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que j'aimerais, mais ce n'est pas possible. Donc, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du nombre de Olim qui auront le même niveau en provenance de la France ou d'autres pays, éventuellement. Il n'y a pas de souci. Autre chose? Oui, on nous demande s'il y a des structures pour adultes autistes. Ah oui, alors on m'a posé la question. Oui, alors adultes autistes, oui, on a des structures, mais bon, ça c'est ponctuellement au cas par cas et il faut venir avec un vrai dossier bien établi, traduit pour que les ministères en question puissent les faire rentrer et adapter. Maintenant, le problème de l'autiste qui va rentrer en milieu israélien, c'est est-ce que le problème de la langue ne va pas être un souci supplémentaire et ne va pas lui créer, si vous voulez, un problème d'intégration supplémentaire. Il faudrait peut-être éventuellement voir si on n'a pas des structures à Natania où il y aurait plus de francophones. C'est important pour la personne autiste parce que si elle atterrit, il m'est déjà arrivé d'intégrer un jeune homme en école. Alors déjà avec le problème d'autisme, c'est pas facile, mais quand vous mettez le problème d'autisme sur le problème de langage, je peux vous garantir que c'est explosif. Et donc, ils sont repartis en France parce que malheureusement, ils n'ont pas réussi à intégrer et ont voulu absolument Hadera. Alors, vous dire que ça va se passer comme il faut, je ne garantis pas parce que c'est purement israélien. Voilà. La Tirinour, tous les types d'écoles sont-ils représentés? Oui, tout à fait. On a Haredi, on a Mamlarti Dati, on a Mamlarti, Chinuch Hatzmaï. On a tout ça à Hadera. Oui, oui, tout à fait. Après, tout dépend des classes. Les jeunes hommes, en général, de 14-15 ans qui font la LIA, c'est plus difficile de les intégrer. Ce n'est pas impossible, hein, mais c'est plus difficile. On a des structures. Après, si c'est du Haredi, ils vont direct en Yeshiva. Donc, il faut le prendre en compte. En Israël, vous avez ce problème de soit c'est Haredi et c'est fort en Torah et pas fort en matière profane, soit vous avez l'Artidati qui est fort, mais selon le modèle francophone d'où on vient avec les écoles comme Ozara Torah, etc., on n'a pas ce système de force équivalente de Chol et de Kodesh. Donc, c'est vrai qu'il faut le prendre en compte.
Et j'ai envie de dire, de toute façon, il n'y a pas le choix, on est obligé de s'adapter aux structures israéliennes existantes, mais savoir que le niveau de l'éducation n'est pas du tout pareil que le niveau français. Et parce que j'ai des parents qui arrivent et qui me disent oui, c'est quoi ça, c'est quoi cette école, et ils ne savent pas encore, et ils sont pas, et ils n'ont pas fait. Alors les plaintes, c'est ce qu'on sait faire le mieux, les plaintes. Mais au final, je peux vous garantir qu'elles ne servent à rien. Parce que de toute manière, si le parent vient ici avec l'envie d'avoir le même niveau, la même école et le même suivi et la même structure, il se trompe complètement. Vous venez en Israël, vous vous adaptez à l'éducation israélienne, peu importe que vous ayez choisi Haredi, Mamlarti Dati, Mamlarti. C'est un autre système. Les Israéliens favorisent le bien-être psychologique de l'enfant. En France, on avait 60 élèves en 6e, ils finissent à 10. Pourquoi ? Parce qu'on veut 100% de réussite au bac. En Israël, on n'en est pas là du tout. En Israël, on dit on veut que l'enfant soit épanoui parce qu'il va aller à l'armée derrière, parce qu'il y a tout un parcours qui se produit et qu'on a envie qu'il aille à l'armée bien dans ses pompes. Le bac, il est en plusieurs unités. Donc, même s'il a raté une unité et qu'il va à l'armée, il le rattrape après. Donc, et en fait, j'essaye toujours de dédramatiser cette situation parce que j'ai toujours affaire aux mêmes problèmes, aux mêmes angoisses, et le francophone s'angoisse. Alors, je suis une maman avec 5 enfants. J'ai mon plus grand qui a 23 ans et mon plus petit qui a 5 ans. Ils ont eu des bacs, je les ai vus faire. J'ai moi aussi eu mes angoisses jusqu'au moment où j'ai compris qu'il n'y avait pas de raison de s'angoisser. Mes enfants ont sorti un bac israélien, tout à fait correct. J'ai mon fils qui est à l'armée qui me dit « Maman, j'ai un bac de 3 unités en maths qui n'est pas assez fort à ses yeux, mais maintenant qu'il va sortir de l'armée, il me dit « Maman, je vais sûrement compléter. » C'est quelque chose qu'en France, on ne vous offre pas comme possibilité. En France, après 3 ans où vous avez passé le bac, vous avez raté. Et souvent, pour y revenir, c'est le parcours du combattant. En Israël, on étudie à tout âge. 30 ans, 40 ans, ils reprennent les études, ils recomplètent leur bac, ils font des licences. Voilà, donc je peux vous dire qu'il faut surtout dédramatiser. L'apprentissage de la langue chez un enfant se fait, mais je vais vous expliquer un phénomène psychologique. Plus le parent va être angoissé, plus il va transmettre son angoisse à l'enfant et plus l'enfant va faire barrière. Plus le parent est confiant, plus le parent a confiance en son alia et à l'intégration, plus son enfant va intégrer et va avoir confiance. Et je peux vous dire que ça se voit toujours et ça se vérifie toujours. C'est-à-dire que quand les parents ont confiance, l'enfant a confiance et avance. Quand les parents sont stressés, angoissés, ça ne marche pas et il se heurte et il y a des barrières et l'enfant n'apprend pas et l'enfant a des problèmes. Alors je sais, c'est très difficile, mais c'est un travail à faire sur soi. Quand vous décidez de faire une alia, vous décidez un changement complet et vraiment drastique. Et il faut accepter le système où vous arrivez. On a des choses à apporter au système, c'est vrai, mais on a aussi des choses à apprendre du système. C'est du win-win, gagnant-gagnant. Et il faut l'accepter. Israël ne nous attend pas. Israël ne nous attend pas pour lui apprendre des choses ou pour Israël vous ouvre les bras, vous dit Baruch haba, mais on doit s'y faire et on doit dire merci, surtout tous les jours, merci. Je vais vous dire le secret, c'est la foi. La foi, la émouna. Sans la émouna, on n'avance nulle part. Nous, on n'avance nulle part. Et je pense que dire merci au quotidien, c'est aplanir et se développer de plus en plus des épaules larges. Donc, croyez-moi, je dis tout ça pas pour vous donner des leçons, au contraire, pour essayer de vous conseiller de cœur à cœur. Je n'essaye pas de le faire avec ma tête, je vous le fais avec mon cœur. Je veux que les gens réussissent, je veux que tout le monde vienne, mais je veux que tout le monde soit préparé et sache exactement les points où ils doivent se travailler, parce qu'on doit se travailler avant de venir en Israël et c'est très important. Voilà. S'il y a d'autres questions, je suis là. Oui, on nous a posé plusieurs fois la question sur la qualité de l'air. La qualité de l'air, et Naftali aussi avait une question sur est-ce que le coût de la vie, c'est vrai que le coût de la vie est moins cher à Hadera qu'à Ra'anana, par exemple. Alors, déjà pour l'air, ce qui se passe à Hadera, je vais vous expliquer. On a une usine d'électricité
donc de refroidissement. Ils refroidissent les turbines avec l'eau de mer. Et il y a du charbon qui est brûlé dans ces cheminées. D'accord? Donc, en fait, ce qui sort des cheminées, alors qui sont hyper élevées, hein, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais elles sont construites à une très grande hauteur, justement. Souvent, cette fumée ne retombe pas chez nous, mais un peu plus chez les voisins, malheureusement. C'est de la fumée de charbon. Vous dire ce qu'il en est de la qualité de l'air, j'ai jamais fait d'études dessus. Je saurais pas. Il faudrait que je le fasse parce que là, ça commence à être une question récurrente. Mais bon, en général, la pollution en Israël, on est un petit pays. Hein. On est un petit pays. Faut pas vous leurrer. Je pense que même au niveau de l'agriculture, les villes touchent les champs, les pesticides, l'eau. Donc, si on en vient à vouloir faire une enquête, je pense que oui, hein, il y a de la pollution, comme partout. Vous dire que c'est plus ou moins que Tel Aviv, je ne sais pas non plus. Je suis désolée, mais à ce niveau-là, je ne sais pas. Pour ce qui est du coût de la vie à Hadera, alors Hadera, Ra'anana, aucun rapport. Aucun rapport. C'est deux villes et deux standings complètement différents. Un appartement à Ra'anana, ça se loue beaucoup plus cher. Mais attention, j'ai entendu de belles choses sur Ra'anana. Je sais qu'au niveau éducatif, ils sont bons, ils sont très bons même. Mais c'est pas la même chose. Hadera est une ville qui a une population de gens simples, de gens, comment on les appelle, d'ouvriers à la base. Donc, c'est une ville avec cette qualité de vie-là. Et les gens qui sont venus habiter Hadera, beaucoup sont des gens qui n'avaient pas les moyens de s'héberger ailleurs. Hein. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit oh, j'aurais voulu aller habiter là, mais je ne peux pas. On va pas se leurrer. Mais c'est une ville israélienne où l'intégration est encore très possible, justement, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens. Je ne dénigre pas Ra'anana et je pense que chacun le ressent en fonction de lui. Je veux dire, quand vous allez aller à Ra'anana, ça va vous attirer, ça va vous parler, mais bon, il faut aussi assurer l'appartement à 6 500 ou 7 000 shekels. Il faut aussi assurer tout le coût de la vie autour. Tout est un coût. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que l'appartement. Hein. Après, alors bon, au niveau Arnona, de toute façon, l'Arnona est cher en Israël. Hein. Pareil, on ne va pas se leurrer. L'Arnona, c'est les impôts locaux. Moi, j'habite un pavillon. Et tous les 2 mois, les impôts locaux sur ce pavillon, 1500 shekels. Bon, faut savoir qu'à Hadera, on a la possibilité de faire des demandes de dossiers de réduction. À part la première année où vous avez le droit à vos 90% de réduction sur les 100 premiers mètres carrés, vous avez tout à fait la possibilité après de faire une demande en fonction de vos revenus. Ils étudient la composition familiale et les revenus. Et il n'est pas rare de voir des familles qui ont bénéficié de 30, 40, 50, 70, même 90% de réduction par la suite en fonction de leurs revenus. Ce qui n'est pas dans toutes les villes. Hein. Il faut savoir, il y a des villes où, si vous avez une voiture, par exemple, ils ne vous accordent pas de réduction. Ce n'est pas le cas à Hadera encore. Mais voilà, chaque ville, elle est voilà, c'est pas la même ville. C'est pas la même ville. Ra'anana, vous savez, c'est comme si vous me comparez, je sais pas moi, je vais vous dire Neuilly et Créteil. Voilà, c'est pas pareil. On est d'accord? C'est deux villes différentes au niveau du coût de la vie, au niveau de la vie en elle-même et au niveau de la population. C'est différent. Voilà, c'est pas pareil. D'autres questions? Non, je crois que Sarah, tu as répondu à toutes les questions. Tu nous as donné des informations très claires et précieuses. Et Yasmine va envoyer tes coordonnées WhatsApp pour les personnes qui voudraient te poser des questions plus précises. Moi, j'ai connu Hadera il y a une quarantaine d'années puisque j'ai fait mon service militaire dans le cadre du Nahal, qui avait sa base à côté de Hadera, près de Pardes-Rana. Je ne sais pas si elle existe toujours là-bas. Je crois qu'il y a un. Si, je crois qu'elle existe toujours. Et je sais que quand je suis repassé dernièrement avec mes enfants, c'était pas la même chose. La ville a énormément changé. En bien, c'est devenu une belle ville. Complètement. Ouais, et la proximité de la mer que nous on voyait de loin ou de près quand on marchait dessus sur le sable pendant les marches, c'est vraiment une très jolie ville. Ben, merci beaucoup.
Voilà, Avec- juste, il y avait quelques questions encore sur une les question, terrains. Sophie Non, sur les terrains et pour les aides pour les banques et les services sociaux, tout ça, je pense que Sarah pourra vous répondre en personne via En mail ou individuel. WhatsApp. Tout à fait. Juste, Sarah, est-ce que tu peux juste écrire ton WhatsApp? Je vais envoyer après, mais pour les personnes qui sont là, qui ne sont pas inscrites peut-être, et que auxquelles je n'ai pas les coordonnées, est-ce que tu peux noter ton WhatsApp dans les chats? J'essaye de trouver le chat pendant que je... Ou bien, attends, tu sais quoi, je vais le mettre moi-même, comme ça Je trouve pas le chat. c'est pas grave, je le mets moi-même, d'accord? Je le Pas de mets. souci. Et Oublie pas Sarah, de mettre 00972. il y a Je pas peux de le donner souci. oralement et vous le notez éventuellement. Oui, Voilà. on fait les deux. Hein. Voilà, je vais vous le donner oralement. 00972 54 773 91. Donc, c'est le 00972 54 773 91. Et avec plaisir, je répondrai à toutes vos questions. Et Beatzlacha, vraiment une grande Atzlacha dans toutes vos entreprises. Merci beaucoup. Merci Sarah. Shavua Tov. Bye, Shavua Tov. Shavua Tov, le Kulam. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bye.